Pixar, ce sont les premiers à rendre mondialement célèbre un poisson ou même un rat. Les premiers à raconter l'histoire d'une famille de super-héros. Les premiers à faire parler des voitures. Et plus récemment, ce sont également les premiers à imaginer un film sur les émotions qui contrôlent l'être humain. Pixar, c'est le symbole de l'innovation. Et si on remonte au début de leur histoire, ils sont nés d'une innovation. Car c'est surtout le premier studio à faire un long métrage en images de synthèse. À l'époque, les enfants sont bercés par La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion et plein d'autres films Disney où on parle de rois, de princes et de princesses. C'est la marche à suivre si on veut convaincre les parents et faire rêver les enfants. Mais Pixar ne compte pas suivre la marche, mais créer la sienne. Pas de prince, pas de romance profonde. En 1995, ils sortent un film qui va bouleverser l'histoire du cinéma d'animation. Un film qui, dès sa sortie, fait trembler le géant installé sur le trône depuis toujours. Après 4 ans de travail, seulement 110 personnes et un budget ridicule de 30 millions d'euros, pendant que Disney dépense le double et mobilise plus de 600 artistes pour Pocahontas, le public s'installe dans les salles de cinéma et les résultats tombent. 373 millions d'euros au box-office. Plus que Pocahontas, plus que Pinocchio, plus que Blanche-Neige. Pixar vient d'éclipser le géant Disney avec un seul et même film. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de... Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Allez, il est temps de ramener le troupeau. Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Bien joué, cowboy. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Oui, je suis ton ami. Oui, je suis ton ami. Mais pour comprendre comment c'est arrivé, il faut pousser une porte bien particulière, celle de la chambre d'Andy. Et là, les enfants et les parents n'en croient pas leurs yeux. Pour la première fois de leur vie, ils se reconnaissent dans un dessin animé. Les enfants voient leur chambre et leurs jouets, les parents, eux, voient leur maison et leurs enfants en train de s'amuser. Et soudain, la magie opère. Quand Andy quitte sa chambre, ses jouets prennent vie. Et au bout de 2 minutes de film, on comprend pourquoi ce film est légendaire. Il n'a pas seulement apporté une nouvelle histoire ou une révolution visuelle. Toy Story a apporté un nouveau rêve dans la tête des enfants. Et si leurs jouets prenaient vie. Mais ce qui fonctionne aussi, ce sont les personnages. On découvre Zigzag, Monsieur Patate, Rex, Bayonne, la bergère, les soldats verts, qui d'ailleurs étaient mes préférés, et surtout le héros, Woody. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Andy. Et qui dit anniversaire, dit jouet. L'entrée de Buzz l'éclair dans le film est un vrai tournant, plus moderne et plus tape-à-l'œil que les autres jouets, mais surtout avec une particularité qui va définir toute l'intrigue. Coucou. Quoi, je t'ai fait peur? Je l'ai pas fait exprès. Non, pardon, salut, cowboy. Moi, c'est Woody. Et ça, c'est la chambre d'Andy. Buzz n'a pas conscience d'être un jouet. Pixar installe donc déjà 2 des 3 grandes thématiques de Toy Story. Celle du remplacement, Woody vit exactement ce que tous les jouets de la chambre ont vécu avant lui, et celle de croire. Buzz est persuadé d'être un véritable Rangers de l'espace. La suite du film tourne autour du fait que Buzz remplace Woody. Il devient plus célèbre dans la chambre d'Andy, il est plus charismatique, et surtout le fait qu'il pense être un Rangers de l'espace ajoute une touche humoristique juste parfaite. Dans les salles, tout le monde est aux anges de découvrir ce nouvel univers. Et alors que les enfants sont en plein rêve, nous allons rencontrer un antagoniste qui pourrait tout changer. Sid, le voisin violent. Et symboliquement, c'est brillant. Tous les enfants ont connu ce camarade plus violent qui détruisait ses jouets. Et Pixar en fait une figure traumatique. Et personnellement, ça marche. Je me souviens toujours avoir été mal à l'aise devant ces scènes. Mais d'un coup, l'histoire prend de la vitesse. Direction Pizza Planet. Woody veut se faire choisir par Andy et essaye de cacher Buzz. Un plan qui dérape totalement. Bon, les deux arrivent finalement à se retrouver dans la voiture d'Andy, mais en se battant pendant que la voiture était arrêtée à la station essence, qui d'ailleurs rappellera des souvenirs à ceux qui ont vu ma première vidéo, ils tombent et la voiture part sans eux. Et là, Woody s'effondre. On comprend qu'un jouet sans propriétaire n'a plus de raison d'exister. Et là, on touche à la 3e thématique de Toy Story, l'abandon. Mais il trouve rapidement un moyen de rejoindre Andy à Pizza Planet, et encore une fois, la magie de Pixar opère. Pas de grand château, pas de forêt féerique.
Et je me rappelle que quand j'étais petit, je rêvais d'y aller. D'ailleurs, c'est aussi à ce moment que Pixar intègre un easter egg qu'ils réutiliseront durant tout leur film après celui-ci, la fameuse voiture Pizza Planet. Woody veut rejoindre Andy, mais Buzz saute dans une machine à pince en forme de fusée, et Woody est obligé de le suivre. Ils se font attraper par Sid et amenés dans sa chambre. On y rencontre des jouets terrifiants, mais alors qu'ils essayent de s'échapper, Buzz tombe sur sa propre pub à la télévision. Et là, il réalise. Woody avait raison. Il n'est pas un Rangers de l'espace, ce n'est qu'un jouet, et il finira par se faire attraper par Sid qui voudra le faire exploser. Mais Woody, au dernier moment, lui vient en aide, réjouissant tous les enfants dans la salle en traumatisant Sid une bonne fois pour toutes. Woody et Buzz sont donc réconciliés, ils peuvent rattraper le camion de déménagement, et là, on assiste à la scène la plus célèbre de ce film. L'infini et au-delà. Buzz, le camion est derrière. Ce n'est pas le camion que je vise. Les deux jouets volent pour retomber dans le carton de déménagement. Mais évidemment, Andy s'en rend compte. Il vient de voir deux jouets tomber du ciel pour atterrir juste à côté de lui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Woody, Buzz, Merveilleux, tu les as trouvés. Et où étaient-ils? sur la banquette. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Là où tu les avais laissés. Ah non en fait, il est content de retrouver ses deux jouets, oublie que quelques secondes auparavant il n'était pas à côté de lui, et étant donné que c'est la fin du film, on nous montre que Andy ne fait plus aucune différence entre les deux. Et si pour 1995 ça pouvait passer car la révolution était là, dans cette vidéo, je suis obligé de le dire. Ce film, aussi légendaire peut-il être, n'a pas assez de profondeur. La problématique de Buzz est expédiée en une publicité à la télévision. Woody n'accepte pas réellement Buzz. Il enchaîne juste les erreurs et à chaque fois, il se rattrape car il doit rester le gentil. Les facilités scénaristiques s'enchaînent, avec le camion Pizza Planet qui s'arrête à la station comme par hasard, Sid, le voisin de Andy, qui se retrouve exactement au même endroit et qui attrape Woody et Buzz à la machine, le déménagement expédié dans l'intrigue, tout ça pour amener à la scène finale dans la voiture, avec cette fin lunaire où Andy ne se rend pas compte que ses deux jouets viennent de tomber du ciel à côté de lui, et la voiture qui a d'ailleurs comme par hasard un toit ouvrant. Et ça, c'est le paradoxe de ce premier film. Il est légendaire, oui, parce que sa prouesse visuelle et sa thématique pour l'époque est révolutionnaire, mais son scénario comme ses personnages ne sont ni profonds, ni complexes. Et Sid, par exemple, reste un enfant méchant sans profondeur. On le voit pas évoluer et on comprend rien à travers lui. Et les fameuses thématiques qu'on avait abordées ne se résolvent pas. Et à la fin du film, on force Andy à partager la décoration de sa chambre entre Woody et Buzz, au détriment de tous les autres jouets d'ailleurs. Mais l'objectif était plus d'impressionner par l'image et par l'histoire, alors on va dire que la mission est finalement réussie. Mais 5 ans plus tard, en novembre 1999 pour les États-Unis et en février 2000 pour la France, il était temps de remettre le couvert. Maintenant que la révolution était faite, il fallait montrer que cette histoire pouvait enfin être plus complexe et que ses personnages pouvaient à leur tour évoluer. Toy Story 2 commence comme le premier, par une scène de jeu. Mais cette fois-ci, on s'y croirait vraiment. Pixar nous plonge dans l'immersion, et quand on se retrouve dans la chambre d'Andy à nouveau, Woody est au centre de l'attention. On sent que Buzz est un peu plus au second plan, et nous retrouvons très vite l'intrigue du premier film. Pendant une brocante, Woody doit empêcher que n'importe quel jouet quitte la chambre d'Andy, car il n'accepte pas ni l'abandon, ni le remplacement. Mais l'intrigue bascule, et pendant qu'il essaye d'aider un jouet, Woody est kidnappé par un collectionneur. Attendez, Woody, un collectionneur? Effectivement, dans les minutes qui suivent, on découvre que Woody fait partie d'un ensemble de westerns et qu'il est la dernière pièce de la collection. À ce moment-là, le parallèle avec Buzz est évident. On découvre que Woody a eu son moment de gloire, il a eu ses musiques, ses merchandising et même sa pub. En fait, c'est encore mieux. Woody faisait partie d'une émission télé de marionnettes à l'époque. Et dans cette émission, comme dans cette salle de collection, on va découvrir 3 nouveaux personnages. Pile Poil, le cheval fidèle, c'est le compagnon silencieux, et franchement, Pixar arrive tellement bien à faire paraître des émotions à travers lui. Jessie, elle est très énergique et expressive, et franchement, c'est un vent de fraîcheur dans ce nouvel opus. Et puis on rencontre aussi un vieux cow-boy, aussi appelé le chercheur d'or. Lui, il est plutôt calme, en retrait, et pour l'instant, ça a plus l'air d'être un personnage secondaire. Mais de retour du côté des amis de Woody, ils ne comptent pas l'abandonner, et ils partent à sa recherche en se rappelant avoir vu le visage du kidnappeur à la télé. Celui-ci de son côté est émerveillé en découvrant ses origines, c'est comme s'il se sentait chez lui. Mais il reprend vite conscience de sa situation quand Jessie lui dit qu'ils vont partir au Japon pour une exposition de jouets. Alors Woody leur explique, il appartient à un enfant. Et là, Jessie s'effondre. Quand elle m'aimait encore, c'était pour moi l'âge d'or. Et chaque heure passée avec elle demeure dans mon cœur. Quand elle m'aimait, le temps a
Je croyais qu'elle m'ignorait, mais elle m'a souri, attendri. Moi, sa meilleure amie. Et chaque heure passée avec elle demeure dans mon cœur. Quand elle m'aimait. Pendant cette scène, on comprend que Woody sera aussi bientôt abandonné par Andy. Pris dans l'histoire, on en avait oublié le temps qui passe, que Andy ne jouera pas indéfiniment avec Woody, Buzz et tous les autres jouets, et que l'abandon est finalement inévitable. À ce moment-là, on reprend donc la thématique de l'abandon pour ce deuxième opus, et c'est donc cette thématique qui tiendra l'intrigue. Du côté de Buzz et ses amis, on a une grande partie du film en vadrouille, puis dans un magasin de jouets, et juste avant d'en sortir, Buzz se bat avec un autre Buzz l'éclair, et celui-ci va prendre sa place pour la suite de l'aventure. Plus tard dans le film, ils arrivent enfin à retrouver Woody, et là il y a un échange marquant. Alors que Woody essaie de convaincre ses amis de partir avec lui, que de toute façon Andy les abandonnera un jour et que lui a un avenir de jouets de collection, Buzz va tenir le même discours que Woody lui tenait dans le premier film. Il est avant tout le jouet d'Andy, mais malgré ses belles paroles, Woody ne change pas d'avis et demande à ses amis de partir. Mais finalement, en regardant la télé, il voit une de ces scènes, en train de jouer avec un enfant, et il se rend compte que Buzz a raison, c'est ça son vrai rôle. Alors il motive ses 3 nouveaux amis à venir avec lui. Il leur dit que Andy jouera aussi avec eux, mais dans les 3 amis se cachait bien un antagoniste. Le vieux cow-boy qui pour l'instant est un personnage secondaire a trop de rancœur. Personne n'a jamais joué avec lui, alors il force Woody à suivre le voleur de jouets. Tout le monde se retrouve à l'aéroport pour un combat final. Woody trouve l'aide de ses amis, mais également de ses nouveaux amis, pour mettre le cow-boy hors d'état de nuire. Et de retour à la maison d'Andy, Woody accepte son statut de jouet et son rôle éphémère auprès de son enfant. Et c'est donc comme ça que se termine ce deuxième opus. Et sincèrement, c'est une déception. Comment Woody peut douter d'Andy et se prendre pour un jouet de collection? Ça sort complètement de son personnage et de celui qu'on nous a exposé lors du premier film. Alors que toute l'intrigue de ce fameux premier film tournait autour du fait qu'il faisait comprendre à Buzz qu'il n'était pas un Rangers de l'espace mais un jouet, et que son rôle était d'être auprès d'Andy, là, il change subitement d'avis parce qu'il découvre ses origines. Mais donc il faut aussi se retirer de l'esprit qu'à un moment, Woody a été dans un magasin. Il a forcément vu ses pubs à la télé. Il a forcément vu les autres jouets Woody à côté de lui. Donc ça sort complètement de ce qu'on nous a raconté jusqu'à aujourd'hui. Et si dans ce film on était censé traiter le sujet de l'abandon, il est juste expédié. Et même si on peut fermer les yeux devant encore toutes les facilités scénaristiques pour que l'histoire avance, car oui par exemple, je vous ai pas parlé comment Buzz revenait à sa place. Les personnages durant tout le long du film ne se rendent pas compte qu'ils sont avec un imposteur, et à la fin, on a juste le droit à une courte scène en quelques secondes où les jouets démasquent le faux Buzz. Mais surtout, ce qui est décevant, c'est que dans ce film, aucun personnage complexifie son histoire. On ajoute une nouvelle mission à Buzz, qui va devenir d'ailleurs une habitude, on va le voir, et les autres personnages sont juste là pour combler le film. Et Woody, lui, qui aurait pu avoir la chance d'avoir une nouvelle histoire ou d'approfondir la sienne en découvrant ses origines, se retrouve juste à devoir accepter d'oublier tout ça et de retourner dans la chambre d'Andy. Et si on pensait que au moins les leçons de ce film serviront les prochains, malheureusement, on n'était pas au bout de nos peines. Bien sûr, en 2010, tous ensemble, en direct sur BFM TV. Les filles sont des bavardes et leur temps, elles le passent à raconter leur vie. Sur Facebook, évidemment. Les garçons, eux, c'est plutôt jeu d'aventure et d'action. J'ai préféré partir et m'isoler. Maman, comment te dire, je suis désolé. 10 ans se sont écoulés depuis les aventures de Woody et ses amis. On se retrouve dans la chambre d'Andy. Oui, Andy a grandi. La fin du deuxième opus est en fait le début du troisième. Pas en termes de temporalité, mais en termes d'intrigue. À la fin du deuxième film, les jouets d'Andy, dont surtout Woody et Buzz, ont accepté le fait qu'un jour, Andy arrêtera de jouer avec eux. On imagine donc que les années ont passé et que Woody, comme Buzz, comme les autres, ont accepté que ces jouets devaient partir, car ils acceptent tous maintenant qu'un jour, ça leur arrivera à eux aussi. Mais non en fait. Dans les premières minutes du film, Woody et tous les autres jouets mettent en place un plan pour que Andy s'intéresse à eux, mais sans succès. Et puis quelques minutes plus tard, finalement, ils acceptent d'aller au grenier. Et quand Andy doit trier ses jouets avant son départ à l'université, après une longue réflexion, il met tous ses jouets au grenier, dans un sac poubelle, et garde uniquement Woody. Et là, on comprend. Pixar n'a jamais trahi son film. Depuis le début,
il n'est que le reflet de notre vie. On a tous eu un jouet favori, un jouet qui nous était impossible de jeter, même pour un plus brillant, un plus gros, un plus cher. Eh bien, pour Andy, c'est Woody, ce fameux jouet. Et alors que dans une erreur de compréhension, la mère d'Andy jette le sac destiné pour le grenier à la poubelle, ils s'en sortent de peu. Mais maintenant, ils ont compris. Andy ne veut plus d'eux. Ils prennent donc la décision de rentrer dans le carton de Sunnyside, destiné à aller dans une garderie pour ne plus jamais être abandonné. Mais Woody, lui, a vu ce qu'il s'est passé. Il a vu que le sac n'était pas destiné pour la poubelle. Il essaye donc de raisonner ses amis en leur disant que c'était une erreur. Mais eux ne veulent rien savoir. Et Woody est malgré lui embarqué avec eux pour la garderie. Cette dernière apparaît au départ comme un paradis pour jouets. Le décor de Toy Story change enfin. C'est un nouveau monde à explorer, une nouvelle direction artistique pour ce nouveau film. Et qui dit nouvelle direction artistique, dit nouvel antagoniste. Mais quelle surprise! J'avais bien entendu de nouvelles voix. Enfin, avant d'être un antagoniste, Lotso est avant tout celui qui accueille nos amis au sein de la garderie. Et pendant que Woody cherche un plan pour s'échapper, ayant toujours en tête de rejoindre Andy, la première intrigue arrive. Alors qu'il a réussi à s'échapper, il rencontre un personnage intriguant. Rictus va nous apprendre qu'il a grandi avec Lotso, qu'ils avaient le même enfant, mais qu'ils ont été oubliés dans un parc, et quand ils avaient retrouvé le chemin de la maison, l'enfant les avait remplacés. Avec cette scène, Toy Story 3 nous plonge dans un autre univers. En plus d'aborder la troisième thématique de la saga, qui est le remplacement, dans les salles, les enfants comme les parents ont une larme cachée dans l'œil. Ce jour-là, chez Lotso, quelque chose changea. Quelque chose se brisa. Elle nous a remplacés. Venez. Elle n'a remplacé que toi, Lotso. Nous avons tous été remplacés. C'est compris. Et nous avons découvert Sunnyside. On apprend que ce jour-là, quelque chose à l'intérieur de Lotso a changé. Il a atterri à Sunnyside et depuis il fait vivre une dictature à tous les jouets là-bas. D'ailleurs, on y retourne. Woody décide donc de sauver ses amis et après une bonne partie du film à mettre en place un plan pour s'échapper, ils y arrivent. Mais Lotso avait tout prévu. Attends, tu oublies Daisy. Je ne vois vraiment pas de qui tu parles. Daisy, vous étiez inséparables tous les deux. Oui, jusqu'à ce qu'elle nous jette. Non, elle vous a perdu. Elle nous a remplacés. Toi et personne d'autre. Tu as voulu que tout le monde partage ton sort. Tu as menti à Big Baby et tu continues à mentir. Où as-tu trouvé ça? Elle t'aimait, Lotso. Elle ne m'a jamais aimé. Autant qu'un enfant a jamais aimé un jouet. Quoi? Tu veux retrouver ta maman? Elle ne t'a jamais aimé. Arrête un peu de jouer les bébés. Fais-les tomber, exécution. Voilà ce qui se passe quand des poupées prétendent penser. On est tous en sursis et on se fait tous jeter un jour. C'est le destin des jouets. Lâche-moi, pose-moi terre, pauvre idiot. Mais Lotso n'a pas donné son dernier mot. Il entraîne Woody avec lui dans sa chute vers la décharge. Ses amis le suivent pour le sauver et Pixar nous prouve que Toy Story n'a pas dit son dernier mot et peut encore nous surprendre. Alors que nos amis viennent de se faire encore une fois trahir par Lotso, ils se retrouvent piégés dans un incinérateur. Alors, allons-nous vraiment voir le héros de notre enfance se faire brûler vivant? Le studio osera-t-il passer la limite? Accepteront-ils de briser le cœur de millions d'enfants à travers le monde? Ils sont sauvés de justesse, et Lotso est hors d'état de nuire, un peu par hasard. Mais dans une scène magnifique, Andy prend ses jouets et décide de les confier à Bonnie. Cette fin, c'est la fin parfaite. Andy raconte à quel point Woody est extraordinaire. Woody est vraiment extraordinaire. C'est le plus fidèle de tous. Tu verras, il sera toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. Tu crois que tu peux t'en occuper à ma place ? Alors d'accord. Et il ne les jette pas, il les confie. Il leur offre une seconde vie, une seconde aventure.
Et en parlant d'aventure, c'est à nous de quitter celle-ci, après une trilogie qui, malgré le fait qu'elle méritait plus de profondeur, nous aura marqué à jamais. L'écran s'assombrit sur Andy, en train de jouer avec Bonnie et ses jouets, une dernière fois, et en nous laissant une phrase qui résume tout. Merci les amis. Toy Story 3 est à ce jour le film le plus émouvant de la trilogie, car il combine humour, action et une profondeur émotionnelle rare dans l'animation. Émotionnelle, oui, mais malheureusement, même dans ce dernier film de la trilogie, les personnages ne prennent pas réellement en profondeur. Woody n'a plus de romance, Buzz en commence une avec Jessie mais finalement c'est plus un arc humoristique qu'autre chose, et encore une fois, même en fermant les yeux sur toutes les facilités scénaristiques du film, comme pour la plus grosse, celle où Woody se retrouve comme par hasard dans une maison où il rencontre Rictus qui va tout lui raconter sur Lotso, les deux grands thèmes abordés dans cette trilogie ne sont pas encore explorés entièrement. La peur de l'abandon est clôturée par une scène très émouvante à la fin, certes, mais elle n'a pas évolué. On nous l'a posée dans le premier film, on l'a supprimée dans le deuxième, et dans celle-ci, on y a répondu oui, mais malheureusement, ça n'a pas répondu à toutes les questions. Ce qui fait de Toy Story une licence légendaire, parfois la préférée de tout Pixar pour certains, ce n'est ni ses personnages, ni son histoire, mais bien son image, et surtout sa nostalgie, car c'est l'un des seuls films d'animation qui a grandi avec nous, et dans lequel on se reconnaît. Mais il restait une thématique qui n'est pas abordée dans le troisième film, une thématique qui pourtant avait vu le jour dans les deux premiers opus, celle de croire. Et même si cette saga aurait pu se terminer sur une trilogie, Pixar décide de remettre à nouveau Toy Story sur le grand écran pour un 4e opus. Le film s'ouvre sous une pluie battante. Nous sommes 9 ans plus tôt. Nous retrouvons Woody et tous les jouets qui nous avaient quittés pour le 3e opus. Et nous retrouvons aussi la bergère. Elle n'est pas du tout comme les films précédents. Pixar l'a retravaillée pour lui donner un aspect plus moderne. Et on le ressent, ils lui ont aussi changé son comportement. Finalement, elle n'est que l'ombre de la bergère qu'on a connue. Mais ce n'est pas la seule chose que l'on remarque. Le visuel est également beaucoup plus travaillé. Pixar a repoussé ses limites pour donner à ce film ce qu'il méritait, un visuel à la hauteur des attentes. Ce dernier film commence par une scène marquante. Nous vivons en direct comment la bergère a disparu. Nous assistons à son abandon. Mais pourtant, elle ne le vit pas du tout comme ça. Woody essaie de la ramener, mais elle lui explique qu'il est temps pour elle de changer d'enfant, de changer de vie. Mais alors, quelle est l'intrigue de ce dernier film ? Si dans le 3e on avait vécu le départ d'Andy à l'université, dans celui-ci, nous vivons le début de Bonnie à la maternelle. Elle a du mal à s'intégrer, mais il ne faut pas oublier une chose. Woody l'a suivie jusqu'à la maternelle. Dans sa tête résonnent encore les dernières paroles d'Andy. Woody est vraiment extraordinaire. C'est le plus fidèle de tous. Woody est le partenaire le plus fidèle. Il ne laissera pas Bonnie se sentir seule. Alors Woody lui laisse quelques éléments trouvés dans une poubelle pour qu'elle confectionne son propre jouet. Et sans le savoir, il vient de créer le véritable protagoniste de cette histoire. Car oui, le jouet que Bonnie a confectionné prend vie. Vous autres, je vous présente Fourchette. Mais on se rend vite à l'évidence, il ne ressemble pas réellement à un jouet. Et ça saute aux yeux de tout le monde. Il est différent. Cuichette, c'est son prénom, est un jouet qui n'en est pas un. Une anomalie, un déchet persuadé de n'avoir aucune valeur. Obsédé par la poubelle, qu'il considère d'ailleurs comme sa maison, en plus d'avoir un nouveau personnage qui ne pouvait sincèrement pas être plus original que celui-ci, et j'ai pas peur de l'avouer, c'est le personnage le plus drôle que Pixar ait créé. Là, ce sont tes amis. Il faut dire que Pierre Ninet fait un travail exceptionnel en l'adaptant, mais je suis juste fan de ce personnage. Woody se met en mission de protéger Fourchette, l'empêcher de s'autodétruire, et surtout, lui apprendre qu'il est important. Il est important parce qu'une enfant l'a choisi, parce que Bonnie a mis son amour en lui, parce qu'elle a mis son nom sous ses bâtonnets. Pourquoi je dois être un jouet ? Parce que tu as le nom de Bonnie marqué sur tes bâtonnets. Pourquoi j'ai le nom de Bonnie marqué sur mes bâtonnets ? Woody lui fait comprendre que pour Bonnie, il est réconfortant, qu'elle se blottit contre lui quand elle dort, et que c'est son rôle. Et c'est à ce moment-là que Woody croise une vitrine. La bergère est là. Mais elle n'est plus la même, c'est fini la figurine fragile. On l'avait déjà ressenti au début du film, mais Bo est devenue indépendante, libre, meneuse, une survivante du monde des jouets abandonnés. Elle a décidé de croire en elle, et pas en un enfant. Et là on retrouve encore la thématique de croire. Pixar jusqu'ici a expliqué que les jouets pouvaient être plein de choses,
Mais pour la première fois, et à l'aide de Bo, on apprend que les jouets peuvent aussi être indépendants, qu'ils peuvent décider de rester autre chose que destinés à servir à un enfant. Et ce contraste frappe. Woody est prisonnier de son rôle. Leur retrouvaille n'est pas seulement sentimentale, c'est le miroir de deux philosophies différentes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Fourchette a été capturée par Gabi Gabi, une poupée de porcelaine du magasin d'antiquités. Son désir, prendre le boîtier vocal de Woody. Pourquoi ? Parce qu'elle croit que seule cette voix, cet accessoire qui chez elle est cassé, peut lui donner ce qu'elle désire le plus, l'amour d'un enfant. Alors, la mission de sauvetage commence. Et pour ceux qui se demandaient si Pixar avait oublié de terroriser les enfants, on aura le droit à des marionnettes de chair de poule. Mais de retour aux côtés de Woody, la bergère déconstruit tout ce que les premiers films ont construit. Ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas grave. Être perdu, ce n'est pas grave. Être cassé, ce n'est pas grave. Alors que tous les films précédents mettaient en avant ces éléments comme les grandes dualités de Toy Story, les grands enjeux d'un jouet, ce dernier opus les balaye en un seul personnage. Mais Gabi ne se trouve pas être la méchante de cette histoire. Juste un jouet qui voulait être aimé. Équipée du boîtier vocal de Woody, elle est prête à ce que son rêve se réalise. Cette scène résume le seul fil rouge que Pixar aura tenu de toute sa saga. Ce n'est pas le jouet qui choisit son enfant, mais l'inverse. On comprend que ce n'est pas l'accessoire qui crée le lien, mais l'attention, le choix, l'amour. Mais Gabi finit quand même par trouver sa place, dans les bras d'un autre enfant, perdue à la fête foraine, qui avait besoin d'elle. Elle rassure, elle réconforte, elle est enfin aimée. Woody, après tant de sacrifices, après tant d'années à vivre pour les autres, se retrouve face à son propre choix, retourner auprès de Bonnie ou s'autoriser une nouvelle vie auprès de Bo, la bergère. Buzz, she'll be okay. Bonnie will be okay. Alors, il retire son badge, le confie à Jessie et dit adieu à ses amis. La saga se termine dans une étreinte, dans un adieu digne des plus grandes tragédies. Woody, le jouet qui n'a jamais cessé d'être là pour les autres, choisit enfin de vivre pour lui et d'être là pour lui-même. Et à la fin de ce dernier film, aucun jouet n'est perdu. To infinity and beyond. Et au fond, n'est-ce pas là la plus grande ironie de cette saga ? Woody, ce compagnon fidèle jusqu'au bout, est celui à l'origine de la création de Fourchette. Comme pour passer le flambeau, il fabrique pour Bonnie le Woody qu'il ne peut plus être. Et si je vous dis qu'en plus de ça, Fourchette incarne la saga Toy Story entièrement, de par les trois grandes thématiques. Il incarne déjà le remplacement, car il remplace Woody. Il incarne également le fait de croire, à la fin de ce dernier film en se mettant à croire en lui et en Bonnie. Mais aussi, il incarne l'abandon, car lui aussi se fera abandonner par Bonnie à un moment. Et c'est là que Toy Story 4 trouve sa justification. Il répond à la question que nous n'avions pas posée. Qu'est-ce qui fait d'un jouet un jouet ? Est-ce l'objet lui-même, le prix, là où il se trouve, ou l'amour qu'on lui porte ? Buzz croyait être trop grand pour ce rôle. Fourchette se croyait trop petit. Et Woody, au milieu, nous montre qu'au fond, il suffit juste d'être là. Alors, est-ce que Toy Story est surcoté ? En tout cas, même s'il est touchant et que Pixar se rattrape visuellement sur le dernier, l'intrigue principale tourne en rond. Et on remarque bien, le plus grand problème de cette saga, c'est qu'elle n'était pas faite pour en être une. Toy Story, c'est loin d'être le meilleur Pixar, mais c'est celui qui donna un nouveau rêve à tous les enfants. Celui qui ouvre la porte aux films d'animation comme on les connaît aujourd'hui. Celui qui nous permet de nous ébahir devant Cars, de pleurer devant Monstres et compagnie, et d'adorer ou de détester les autres. Au final, comme Woody, comme Buzz l'éclair,
comme Jessie, Rex, Monsieur Patate, Zigzag, la Bergère, Bayonne, Lotso, Fourchette, Pile-Poil, les Soldats Verts ou tous les autres jouets que nous avons rencontrés dans cette merveilleuse aventure, nous laissons ce dessin animé dans notre passé. Nous le perdons de vue, nous grandissons, et puis un jour, nous le relançons. On réentend cette musique, on revoit ces images et cette chambre, et on se rend compte à quel point le temps est la plus belle des histoires. Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Oui, je suis ton ami. Oui, je